Bonjour à tous et bienvenue sur cette émission lors de ce deuxième jour du Salon Rent où nous allons parler de la confiance dans l'immobilier et en particulier dans le parcours locataire. Et donc j'ai invité autour de cette table ronde pour parler avec nous de la confiance, dans l'ordre, Bertille Marchal, avec un nom qui quand même inspire la confiance, Jean de Confiance. Bonjour Bertille. Voilà. Bonjour Jérôme. Tu nous expliqueras tout à l'heure ce que Jean de Confiance fait à Rennes. Je crois que c'est votre deuxième édition pour un portail immobilier qui débarque parmi les grands, mais tu nous raconteras un petit peu cette aventure. Cédric Nallet, qui est le CEO de Smart Push. Bonjour Cédric. Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et tous. Tu nous expliqueras ce que fait Smart Push, évidemment. Avec plaisir. Et Jean-Gaston Delassus, qui est le directeur général de MyTrust. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Gaston. Alors, donc je vous ai réunis tous les trois parce que j'avais envie de parler de la confiance dans le parcours locataire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu un projet de loi qui s'appelait Louer en confiance il y a quelques années, qui avait été initié par le député Nogal. Malheureusement, c'est un projet de loi qui est tombé un petit peu dans les oubliettes. Et on a vu émerger autour de ce projet de loi, je crois qu'on était en 2019, me semble-t-il, beaucoup d'initiatives qui portaient sur la garantie de loyer, le dépôt du locataire, la digitalisation du parcours. On a vu arriver ces startups-là avec des solutions qui permettaient de digitaliser tout ce parcours locataire pour arriver in fine à une garantie de loyer, à un dépôt de dossier, etc. Et ça, on le voit bien aujourd'hui ici sur le Salon Rent. Il y a beaucoup de sujets autour de ça. Ce qui était presque une exception, j'ai envie de dire, en 2018-2019, il y a eu des précurseurs, est devenu, je pense à mon avis, un cas général, en tout cas un cas d'école. Et j'ai vu aussi des chiffres sur la multiplication des arnaques, des fausses annonces, des vols d'identité, etc. Et donc, je me suis posé la question de comment faire pour rétablir cette confiance dans le fameux parcours locataire. Et donc j'avais envie de vous réunir ici parce que chacun de vous, je crois, intervient en tout cas sur ce sujet-là. Je vais d'abord poser une question à Bertille, puisque quand me suis dit on va inviter des partenaires sur cette question de la confiance, immédiatement j'ai pensé à Jean de Confiance à cause du nom. Pourquoi ça s'appelle Jean de Confiance ? Alors, pourquoi ça s'appelle Jean de Confiance ? Nous, on n'a pas attendu le député Nogal pour se poser cette question du parcours locataire. Et même si on a lu ce rapport avec beaucoup d'intérêt, c'était le prolongement d'idées qu'il y avait déjà depuis pas mal de temps. Jean de Confiance, c'est un site de petites annonces pour les personnes qui ne connaissent pas, qui est vraiment axé sur la confiance, comme le nom l'indique. Le principe, il est très simple. Pour chaque inscrit, il va falloir trouver 3 parrains pour devenir membre. On ne peut donc pas chercher une annonce sur Jean de Confiance si on n'est pas parrainé par quelqu'un. C'est exactement ça, Jérôme. On va vraiment aller chercher ces 3 parrains et après, on peut en avoir encore plus pour avoir encore plus de confiance et pour finalement valoriser son profil. Nous, aujourd'hui, on est sur différentes catégories. Jean de Confiance, on a la particularité d'avoir 60% de nos annonces qui sont en exclusivité. Donc, c'est quelque chose qui permet d'avoir énormément de personnes qui vont être intéressées par Jean de Confiance, mais à la fois sur l'immobilier, sur la location de vacances, sur le service à la personne, qui est des catégories où la confiance est importante parce qu'il y a des enjeux soit émotionnels quand on confie ses enfants des parents âgés, mais aussi des enjeux financiers et émotionnels aussi dans l'immobilier. Mais on parle d'annonces de particuliers ou d'annonces de particuliers et de professionnels ? Parce qu'a priori, un professionnel, on fait confiance. On doit faire confiance. Oui, alors tout à fait. En fait, Jean de Confiance, c'est une plateforme qui a 10 ans déjà. Depuis 10 ans, on cherche à rétablir la confiance dans ce milieu. Et en fait, on a vite réalisé qu'on avait beaucoup de nos membres qui étaient aussi agents immobiliers. Et c'est pour ça qu'on a lancé, il y a 4 ans et demi, le pack Experimo, qui est un pack qui permet aux agents immobiliers de diffuser des annonces et donc d'avoir une fiche où ils ont des avis, des notations, ils sont mis en avant et ils vont avoir la possibilité même de faire de la pige mandat, donc d'aller chercher des prochains mandats auprès de particuliers. Donc on a statué à
assez hybride qui fait que notre présence au Rent, elle est étonnante pour certaines personnes. Parce Oui, qu'à la c'est vrai. base, ouais, on est B2C. Mais maintenant, on a une vraie casquette B2B. On a aujourd'hui 2500 agences qui sont sur Gens de Confiance. D'accord, très bien. Merci beaucoup. On aura l'occasion évidemment d'y revenir et vous nous expliquer comment vous traitez cette question de la confiance dans le parcours locataire. Jean-Gaston, j'ai envie de m'adresser à toi. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est MyTrust et ce que vous faites dans le parcours locataire? Comment vous intervenez? Voilà, alors nous sommes un intermédiaire de confiance. Alors pourquoi de confiance? Non pas parce que un candidat locataire obtiendrait des parrains, mais parce que notre service va permettre de qualifier ce candidat locataire sur son identité ou ses revenus en allant chercher de la donnée avec son consentement auprès d'une source fiable, c'est-à-dire les sources avec lesquelles ce candidat locataire, aujourd'hui, dans la vie réelle et traditionnelle, justifie de son identité ou de ses revenus. Typiquement, pour justifier de ses revenus, un candidat locataire va fournir des bulletins de salaire, un avis d'imposition. Eh bien nous, on va on va être l'intermédiaire qui ira chercher la donnée auprès d'une source fiable, qui va être des sources gouvernementales, les impôts, la CAF, l'URSSAF, ou bien auprès de sa banque, pour aller justifier de ses revenus. Donc, Bertie, je suppose que vous faites ça aussi. J'imagine que quand on vient, par exemple, déposer une annonce et quand on est propriétaire, j'imagine que vous vérifiez quand même si on est bien propriétaire. Et quand un locataire vient déposer un dossier, j'imagine que vous vérifiez le dossier, non vous? Alors, nous, maintenant, on a un dossier locataire, effectivement, sur Gens de Confiance, qui permet à tous les locataires de déposer leurs pièces. Ces pièces, après, elles sont filigramées, exactement comme tu disais, il y a cette angoisse, finalement, du vol des pièces. C'est ça. Donc, évidemment, on vérifie toute cette partie-là. On a au téléphone chacun des propriétaires qui déposent des annonces. On les appelle tous pour à chaque fois valider finalement la véracité de l'annonce, mais aussi la qualité de l'annonce. On va les accompagner sur le fait d'être certain que tout est en règle, tout est en ordre, que les prix sont les bons aussi, et qu'on n'est pas sur des personnes qui vont pratiquer des prix qui sont potentiellement complètement hors du marché. Donc on a toute cette partie-là, effectivement. Après, nous, c'est vraiment le contrôle social qui est important pour nous. Donc on ne va pas aller chercher des papiers côté impôts, CAF, comme vous pouvez le faire de votre côté. Nous, on estime qu'avec ces 3 parrains, on a la véracité et on a déjà ce contrôle social qui fait le job. C'est la communauté, en quelque sorte, qui crée la confiance. Exactement. Et un chiffre qui est très clair, c'est que depuis 10 ans... ça marche si c'est des particuliers, mais sur... Pas seulement. Pas seulement. Pas seulement, parce que finalement, la réputation d'une entreprise, elle va avoir énormément d'impact. Si demain, une agence immobilière est estampillée comme une agence qui n'est pas de confiance, les gens ne vont pas avoir envie de confier ce bien. Mais une agence immobilière qui dépose ses annonces, elle a besoin de parrain? Alors oui. Tout le monde a besoin de parrain parce qu'on dépose... Parrain personne physique. Exactement. Les personnes qui sont sur Gens de Confiance ne sont pas en tant qu'agence. Elles sont présentes en tant que personnes physiques. Nous, on estime qu'aujourd'hui, sur Gens de Confiance, il faut avoir ces 3 parrains et que finalement, quand on fait confiance à un agent immobilier, on fait confiance à une personne. Avant que cet agent soit un mandataire de chez IAD, un agent immobilier de l'adresse, je ne sais pas. En fait, vraiment, on a besoin d'avoir cette confiance dans la personne. Et donc, il y a tout ce système de parrainage. Et clairement, un point dont on est très fier, c'est qu'aujourd'hui, sur Gens de Confiance, 10 ans de Gens de Confiance, on a la joie de pouvoir dire qu'aujourd'hui, on n'a aucun impayé qui soit resté sans médiation, sans solution. On a toujours trouvé des solutions à tous les impayés. C'est quand même un sujet assez compliqué sur pas mal de plateformes. Et donc aujourd'hui, on a une équipe de 10 personnes qui gère cette partie-là, qui appelle quand il y a un problème. Parce que oui, il y en a des problèmes, je suis obligée de le dire. Nos membres ne sont pas que des enfants de cœur, mais on trouve des solutions. On les appelle, on est capable de suspendre des comptes s'il y a des soucis. Et on le fait, vraiment, aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, Gens de Confiance, notre succès, c'est la qualité. Donc, on est obligé d'être très sévère et un peu radicaux parfois. D'accord. Cédric, donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Smart Push? Qu'est-ce que vous faites? Oui. Et puis, parce que tu m'avais beaucoup parlé de ton parcours dans le domaine bancaire, quand on s'est rencontrés, tu avais des idées sur l'exploitation de la donnée bancaire. Oui. Tu nous expliqueras aussi peut-être comment vous utilisez, comment vous exploitez cette donnée bancaire Bien sûr. dans le parcours locataire. Oui. Donc moi, Cédric, enchanté.
Et ravi d'être autour de cette table avec vous pour discuter de ces sujets. On a créé la société, cofondé la société en mars 2018, donc on a à peu près 6 ans. On est spécialisé depuis le début dans l'analyse de la donnée financière au sens large, impôts qu'évoquait Gaston, mais aussi et surtout bancaire, parce que c'est de là où on vient. Et quand on analyse avec le consentement de la personne la profondeur d'un compte bancaire, on accède à des données de transaction quotidiennes, hein, parce que vous allez faire vos courses chez Sephora, on voit et combien vous dépensez en énergie tous les mois. J'accède aussi au compte de crédit ou au compte d'épargne. Et à partir de là, on peut établir des profils financiers qui sont inédits, ultra puissants. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a deux approches là finalement. Une approche centrée où le capital confiance c'est l'humain. Et je suis ravi de savoir que vous existez parce qu'il faut y croire. Et de l'autre côté, on a plutôt des solutions d'IA. Et nous, on essaye de jumeler les deux, l'humain et l'IA. Donc, si je comprends bien, dans le parcours du locataire, oui. vous allez utiliser la donnée bancaire pour Oui. donner un score, c'est ça? Oui, c'est ça. Un score de solvabilité, un score... C'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on sait aujourd'hui, ce sont des données du ministère de l'Intérieur ou de la Banque de France, 60% des dossiers locataires contiennent au moins une pièce fraudée, PDF. Ouais, je crois que j'avais lu un chiffre, c'était 21% des dossiers sont frauduleux. Enfin, la moyenne, c'était 15%, c'était bien ici qui disait ça. 15% des dossiers sont frauduleux et 21%, c'était en Ile-de-France. 15% qui sont détectés. Et il y avait, je crois, une personne sur 3 qui était prête à falsifier son dossier pour pouvoir passer. Donc on sent bien qu'il y a, un sujet là-dessus. Et toi, tu dis, en fait, la donnée bancaire... C'est le juge de paix. C'est le juge de paix, c'est oui, ça. C'est même plus que ça. C'est-à-dire que si je vous transmets un bulletin de paye, vous allez avoir mon net en bas du bulletin de paye, mais si je l'ai passé sur Photoshop, dans l'absolu, c'est difficile. Surtout si je l'ai imprimé, je vous transmets un papier, vous ne pouvez pas détecter, c'est une faute. En revanche, si je me connecte aux impôts, déjà j'ai vos derniers revenus, avec le prélèvement à la source, je le sais, où j'ai votre niveau d'imposition sur les 3 à 5 dernières années. Donc là, je rentre un peu plus dans la qualification dans le cadre du profil locataire. C'est-à-dire que je sais établir une solvabilité. Pour tel loyer, je peux dire que oui, lui, il a 3 fois les revenus. En revanche, je n'ai pas la précision de la donnée bancaire. C'est avec la donnée bancaire, dans le cadre du parcours locataire, je peux savoir si la personne a payé ses loyers sur les 12 derniers mois. Je peux savoir quel est son reste à vivre tous les mois. J'ai le sentiment, je ne sais pas si tu peux répondre à cette question et peut-être toi rebondir, qu'il y a un côté un peu intrusif dans le fait de demander des données bancaires. Avant, on transmettait un fiche d'impôt et puis des relevés de compte, de salaire. Ouais. Les relevés de banque, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir transmis des relevés de banque pour louer un bien immobilier, mais ça fait longtemps que je n'en ai pas loué. Mais par contre, évidemment, quand je souscris un crédit, je pense que vous êtes beaucoup dans le crédit, on est là-dessus. Mais est-ce que c'est une pratique d'abord à l'étranger, parce qu'en France, moi, je la connais pas. Et est-ce qu'elle est adoptée par les utilisateurs compte tenu du caractère intrusif? Est-ce que tu as une réponse là-dessus Alors, effectivement, l'usage de l'open banking dans l'immobilier, c'est tout à fait nouveau. Ça existe à l'étranger, ça n'existe pas en France. Et pour une bonne raison, et pour être un peu brutal, en fait, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit ? Il y a depuis 10 ans une loi qui dit que dans le cadre d'un accès à un logement pour la location, un agent immobilier ne peut pas demander un relevé de compte bancaire. D'accord, ça c'est interdit, c'est pour ça. Ça c'est interdit. Okay. En revanche, l'usage de l'open banking peut être mis en œuvre, c'est ce que l'on fait effectivement pour nos clients, dans certaines conditions particulières. Parce qu'on ne transmet évidemment pas toutes les lignes, enfin, on transmet juste un score de solvabilité, une capacité locative ou une capacité d'emprunt. Donc c'est ce qui permet de passer au travers de cette réglementation. Voilà, c'est ce qu'on appelle, nous, l'open banking non intrusif. Donc on va se connecter au compte bancaire avec l'agrément et le consentement du client. On va faire quelques analyses, on va extraire les seules informations nécessaires pour les besoins du traitement, qui est d'accorder une garantie loyer payé ou d'analyser la solvabilité d'un candidat locataire. Et c'est seulement cette donnée qu'on va livrer. Donc, j'insiste sur ce point au risque d'être un peu brutal, parce que les aspects réglementaires sont extrêmement sensibles, que ce soit les aspects CNIL, les aspects de la réglementation bancaire. Oui, j'imagine qu'on ne transmet pas des données personnelles comme ça. Ou de la loi, ou des lois sur l'accès à la propriété. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'effectivement, les Français sont assez peu habitués à cet usage. Donc il est essentiel dans les solutions qu'on met en œuvre
de mettre en place les garanties de création de la confiance sur l'expérience graphique, sur l'explication que l'on donne, sur la minimisation des données, sur les gages de rassurance en fait qui sont nécessaires pour que les gens rentrent. Et au final, il est vrai que l'adoption est croissante, mais ça reste un sujet où seulement peut-être un peu plus d'un tiers des Français, quand ils doivent justifier de leurs revenus, le feront par l'open banking. 2 tiers préféreront des méthodes moins intrusives, comme l'accès aux données des impôts. Cédric, je crois que tu m'avais donné quelques chiffres quand on s'était vu, oui, qui étaient assez encourageantes sur l'utilisation de l'open banking. Oui, totalement. Et puis je reviendrai sur ce que tu disais tout à l'heure en matière de scoring et de confiance. Mais sur ce sujet précis, en matière d'adoption, effectivement, on peut se dire que quand on partage ses données bancaires, ça peut être intrusif, sauf si on respecte la minimisation du RGPD, ce qu'on respecte forcément aussi. Maintenant, sur le test qu'on a déployé chez Ouest France Immo, c'est 86% des gens qui autorisent la connexion à leur compte des impôts et 52% à la banque. Donc ça, c'est concret, les Français sont prêts. Donc un Français sur 2 est prêt à Oui. ouvrir son compte bancaire Oui. à son agent immobilier. Oui, parce que c'est toujours une question de sécurité, et là-dessus on se rejoint pleinement. C'est une question de réassurance, mais aussi de bénéfice client. Si vous savez que en partageant des données fiables, vous passez sur dessus de la pile parce que l'agent immobilier qui est au bout de la chaîne, il sait que là il a un lead qui est hyper qualifié, qui est déjà solvable pour tel bien en location, bah, il va faire visiter en premier. Et Bertie, est-ce qu'un jour, sur Gens de Confiance, on va faire du scoring des locataires qui déposent un dossier? Non, la réponse est non. Ouais, effectivement. En fait, c'est très intéressant tout ce qui est dit. Je trouve ça fascinant, je trouve ça passionnant. Nous aujourd'hui, on n'a pas le sentiment qu'on ait besoin de ça finalement. Personne ne vous le demande. En fait, c'est absolument pas demandé. Je pense que ça serait effectivement assez mal accepté. Finalement, ce qui est dingue, mais tu le dis très bien, hein, c'est qu'il y a un Français sur 2 qui est prêt à ouvrir son compte bancaire. Pourquoi? Parce qu'il va passer sur le haut de la pile. Oui. Et parce qu'en fait, on est dans des marchés de l'immobilier tellement tendus que les gens sont prêts à faire des choses avec lesquelles ils sont pas hyper d'accord, mais en fait, ils ont besoin d'un appart. Ouais, Et donc, ça, c'est assez terrible. Et en fait, il y a quelque chose, il y a un cas que je t'avais raconté quand on s'est parlé en amont, c'est que nous, chez Gens de Confiance, on a assez fréquemment des cas de femmes qui potentiellement vont divorcer. Voilà, elles ont 40, 45 ans, elles ont 3-4 enfants et finalement, elles n'ont jamais travaillé parce que c'était... ou elles ont travaillé peut-être avec un job qui était moins important que celui de leur mari. Et donc ça, c'est des dossiers qui sont pas les beaux dossiers finalement. Malheureusement, c'est des filles qui vont se retrouver, des femmes qui vont se retrouver avec un dossier qui est difficile à pousser à une agence. Oui. Et la différence sur Gens de Confiance, c'est qu'on va se retrouver avec des personnes qui sont OK en fait, qui disent tu gagnes pas 3 fois le loyer que j'attends, mais c'est pas grave parce que je vois que tu es la cousine du frère de la meilleure amie de mon père. Et donc ça, je suis OK. Et en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et nous, on a une raison d'être qui est très forte chez Gens de Confiance, c'est de recréer du lien au service du bien commun. Ça peut paraître le pays de oui-oui, comme ça, hein, à vos côtés. Et on n'est pas en reste de l'IA. On en met de l'IA chez Gens de Confiance. On utilise l'IA sur la recommandation, sur trouver les bons parrainages, justement, sur pousser les bonnes personnes. Mais pour autant, on n'a pas envie aujourd'hui d'ajouter cette ouverture et on n'en ressent pas le besoin, tout simplement. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, parce que justement, pour aller dans ton sens, je suis d'accord qu'il y a des dossiers qui ne sont pas faciles à défendre, parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases de l'absolue absence de risque. En revanche, nous, on fait du scoring par l'IA, mais quelque part, quand on est apprécié par des humains, c'est aussi une autre forme de scoring, c'est du scoring social. En revanche, là où nous, on pourrait aider ces mamans qui sont en difficulté, c'est que nous, on pourrait dire à la personne qu'effectivement, elle est peut-être en freelance, ou elle a peut-être un job qui est en intérim. En revanche, elle paye ses loyers depuis 2 ans. Et ça, je le vois passer à la banque. On viendra renforcer votre expérience. Complémentaire. Je confirme qu'il y a un double enjeu. Hein. C'est d'abord de prendre une décision qui est d'octroyer un loyer à quelqu'un sur la base d'un minimum d'informations. Et on voudrait que ces informations soient à peu près fiables. Et puis ensuite, il y a l'interprétation qui est faite de cette donnée. C'est pas parce qu'on a fait un score, c'est pas parce qu'on a 33% de ces revenus qui couvrent le loyer que le loyer peut être donné. Hein. On peut gagner très bien sa vie et ne pas être éligible à un bien parce que tout simplement, on ne fait pas confiance à la personne. Donc, je pense que les deux ne sont pas du tout incompatibles.
Mais quand même, est-ce que ça n'a pas une limite, Bertie? Parce que je me mets à la place d'un professionnel de l'immobilier. Lui, ce qu'il veut, ce dont il a besoin, c'est de relouer le plus rapidement possible. Et j'entends bien la notion de confiance, de dossier, etc. Mais est-ce que quand même, à un moment donné, la pression telle va pas faire que cette confiance ne sera pas suffisante et qu'au final, on en revient à la même chose, c'est on étudie les dossiers, ça passe ou ça passe pas? Ouais, moi je vais être très factuel. Vraiment, c'est le fait d'avoir depuis 10 ans pas de loyer impayé sur genre de confiance, c'est vraiment ça ce qui est notre chiffre le plus clair sur ce point-là. Donc maintenant, on a mis en place récemment un accompagnement aux propriétaires. Il fait que, comme on appelle tous les propriétaires, on va les accompagner sur toute la durée du bail. Donc clairement, quand on signe avec un candidat locataire, souvent les premiers mois ça se passe bien. C'est pas à ce moment-là que ça se passe pas bien. C'est plutôt le dernier mois. C'est souvent voilà, les personnes qui vont pas payer le dernier mois parce qu'ils se disent si je récupère pas ma caution, en fait, au moins je garde ça. Et puis, je crois que c'est très très courant. C'est très courant. J'ai même pas de chiffres là-dessus. Si ça se trouve, vous les avez, messieurs. Mais puis j'en avais vu et c'était astronomique. C'est astronomique. En fait, les gens prennent ça comme un droit de se dire de toute façon, comme j'ai un peu abîmé la peinture, on me la rendra pas, donc je garde le dernier loyer. Il a pas de pression sur moi. En fait, c'est pas possible ça. Donc nous, on a mis en place ce service qui permet d'accompagner jusqu'au bout, jusqu'au dernier mois, qui est souvent ce mois fatidique, et être présent dans ces cas-là. Et donc, ouais, c'est notre service, il est là-dessus. Et aujourd'hui, on promeut cette confiance à ce niveau-là. Mais évidemment, on n'est pas opposés les uns aux autres. C'est très complémentaire. Tout à fait, je suis d'accord. Et c'est quoi les facteurs clés de succès pour qu'un acteur de l'immobilier, alors portail, réseau d'agences, puisse mettre en place ces technologies chez eux? Je ne sais pas si l'un de vous veut répondre à cette question. Alors, moi, je veux bien répondre. On a effectivement... on est sur ce... Nous aussi, on a un petit peu plus vieux. On a presque 6 ans d'existence. Et on est actif depuis maintenant 2 ans en production sur le marché. On a eu l'occasion tout à l'heure, et tu as animé une table ronde, de deux de nos premiers clients, qui sont Zeloc et Everling, et qui nous permettent d'avoir un bon retour sur l'adoption de ces technologies. La première grande leçon ou clé de succès, c'est de dire que pour adopter ces technologies, il faut penser la conformité native. C'est-à-dire, il faut vraiment, très sérieusement, considérer une mise en œuvre qui respecte les différentes réglementations. RGPD, les orientations CNIL, le DGA. Ça, je suppose que vous accompagnez vos clients. Absolument. Qui ne sont pas toujours conscients d'ailleurs, je pense. Ils ne sont pas toujours conscients. On a des réglementations qui évoluent énormément et avec ces nouvelles technologies comme l'open banking, ils peuvent ne pas savoir ce qui se passe. Absolument. Nous sommes nous-mêmes régulés par l'ACPR d'un côté, par l'ARCEP de l'autre. On est en échange direct avec la CNIL, avec lequel à qui on présente nos technologies pour justement faire évoluer leur doctrine pour que nos technologies puissent se développer. Donc c'est un sujet à prendre très sérieusement, en tout cas pour tous ceux qui veulent mettre en œuvre des technologies comme la nôtre. La deuxième grande leçon, c'est qu'il faut penser le modèle économique. C'est que ces technologies, elles ont un coût, on n'est pas des philanthropes, donc on a un certain coût. Il faut bien se poser la question, qui est prêt à payer? Pour qui on crée de la valeur? Est-ce qu'on crée de la valeur pour l'agent immobilier, pour le candidat locataire, pour le courtier en GLI? Voilà, il faut savoir qui crée de la valeur et qui est prêt à la payer. Et on voit chez nos clients tout un tas de modèles économiques différents. Il y a ceux qui veulent faire payer l'un, d'autres qui veulent faire payer l'autre, mais il faut bien le penser pour avoir une chance de réussir et que ces technologies soient adoptées. Et puis la troisième grande leçon, et là c'est plutôt orienté vers les agents immobiliers, c'est méfiez-vous, en fait, vos clients locataires sont bien plus matures sur la digitalisation que vous-même. Donc méfiez-vous. On le voit évidemment. Voilà, donc ne perdez pas trop de temps à adopter ce genre de technologie parce que bientôt, soit vos concurrents l'auront adopté avant vous, soit vos candidats locataires l'exigeront. Tu confirmes ça, Cédric? Oui, globalement, et si je peux me permettre d'enrichir tes propos, Gaston, on a des... Jean Gaston. Jean Gaston. Excuse-moi. On a des données importantes qui nous viennent de l'étranger, par exemple au UK ou aux States, pour ceux qui sont déjà baladés là-bas. Le score est indispensable avant d'acheter ou louer.
Et d'ailleurs, le score est tout à fait compatible avec la situation de la maman tout à l'heure. Parce que si tu es quelqu'un de confiance, justement, ton score est bon alors que tu n'as pas forcément une situation stable du point de vue du système, type CDI. Le deuxième point, c'est que ces technologies-là en Espagne, Mais en Europe, le score ne score pas la moralité de la personne. Non, Elle bien score sa sûr. capacité c'est à, vrai, sa fiabilité, régularité ta dans le fiabilité, paiement. quand même. C'est ce que tu disais, hein, La la fiabilité. régularité dans le paiement. c'est ça. Et en Espagne, qu'ils ont déployé dans le cadre de l'immobilier et notamment via les banques, ont déployé ces parcours locataires sécurisés par l'open banking. On avait des taux de consentement autour de 15-20% au départ, et aujourd'hui c'est 87%. Ah oui, donc ça a énormément évolué. Bien sûr, parce que déjà, constituer un dossier locataire papier, l'envoyer par email avec les pièces jointes qui sont trop lourdes, c'est une tannée. Oui, c'est clair. Là, tu envoies juste ton score ou ta solvabilité, c'est terminé, il n'y a plus de dossier papier. Donc le consommateur espagnol a compris à quel point c'était simple Oui, oui, je et pense encore que plus sécurisé. tu as raison, Jean-Gaston, de dire que en fait, les particuliers sont souvent plus en avance que Bien les sûr. professionnels là-dessus. Ouais. Et même pour terminer, c'est quand on parle de RGPD, aujourd'hui, quand je transmets mon dossier locataire en papier ou par email, les données, elles sont conservées combien de temps par l'agent immobilier? Est-ce qu'il les supprime? On ne sait pas, personne ne le sait. Personne ne Ouais. le sait. Et surtout, il n'y a pas de moyen pour Chez les le gens de confiance, particulier. heureusement, il n'y a pas de dossier, donc on ne conserve pas. Et oui, mais le particulier n'a pas de contrôle sur les données qui sont parties chez l'agent immobilier. Alors que sur les solutions qu'on déploie, c'est lui qui dit hop, je coupe l'accès, c'est terminé. Est-ce que tu veux un petit peu nous parler de ce que vous avez fait avec le portail Ouest France? C'était quoi leur objectif? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Quel était le claim, le problème qu'ils voulaient résoudre et comment vous l'avez fait? Alors, on l'a fait en intégrant dans leur parcours un module d'analyse de la solvabilité et de la certification de la solvabilité en temps réel. Donc, quand vous êtes intéressé par soit une maison à l'achat, soit un appartement à louer, à un moment donné, on va vous proposer une certification par l'open data, impôt aux banques. Donc il arrive dans un parcours Voilà. où il renseigne Il y a deux briques qui s'ouvrent, je rentre mes identifiants Bancaire. impôts, bancaires. Ouais. Tout ça, c'est sécurisé, comme disait Jean-Gaston. Et à ce moment-là, on envoie à l'agent immobilier un lead qui est super qualifié, qui lui permet à lui, c'était une des problématiques de Ouest France, d'avoir un lead de qualité, plutôt que d'en avoir 10. Je me pose la question si le mec est solvable avant de faire la visite. Là, je sais déjà qu'il l'est. Donc en termes de temps de gestion et d'administratif pour un agent immobilier, c'est moins de visites, plus de business, plus de temps avec sa famille. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, pour Ouest France, c'était de dire comment je crée de la confiance dans mon écosystème. J'évite des faux bailleurs, j'évite des faux locataires, ou alors des documents fraudés, j'installe de la confiance comment. Et là, l'open data est apparu comme une évidence. Et les tests qu'on a lancés le prouvent. Les gens partagent, les gens payent même pour se faire certifier, parce que nous, ils payent 19 € pour se faire certifier. Ah oui, donc c'est le candidat locataire qui paye. Oui. Et vous avez un format un peu différent, je crois. Alors, approchant, pas exactement le même, mais effectivement, on a ce sujet sur les candidats locataires. Sur gens de confiance, on sait bien aujourd'hui, les marchés sont extrêmement tendus et nous, gens de confiance, on est positionné surtout sur l'urbain. Aujourd'hui, on propose aux locataires d'avoir la possibilité d'acheter ce qu'on appelle le pack locataire prioritaire. Ça permet d'avoir accès à toutes les annonces 72 heures avant tout le C'est monde. génial. Tu connais peut-être. C'est ça génial. Et donc en fait, c'est vrai que là sur le salon, il y a certaines personnes qui m'ont dit mais gens de confiance, c'est hyper cher les loyers. Et donc à chaque fois, je leur dis mais t'as le pack locataire prioritaire? Ah bah non. Et bien en fait, effectivement, et ça c'est le biais du survivant, c'est que ce qui reste, c'est ce qui est pas au bon prix, et c'est ce qui est trop cher. Et donc en fait, ce pack locataire Mais prioritaire, il ne faut pas en vendre trop des packs locataires prioritaires, sinon tout le monde sera prioritaire. C'est ça, Il n'y a plus c'est de ça. priorité. Jérôme, on va le prendre dans notre équipe. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'en fait, quand un propriétaire reçoit le dossier de quelqu'un qui est estampillé pack locataire prioritaire, il va se dire mais attends, cette personne-là est extrêmement motivée. Mais il a constitué son dossier au préalable. Dans le pack locataire, il y a la constitution de dossier. Ouais, voilà. On ajoute les pièces. On peut indiquer qu'on a des garants qui sont sur le site. Par exemple, on peut mentionner les personnes qui sont sur le site. On peut indiquer si c'est pour une coloc avec qui on va habiter, mettre les membres et tout. Il y a vraiment ce côté communautaire qui est quand même très fort chez En Confiance, avec notre social graph qui montre un peu comme le LinkedIn il y a quelques années où on voyait par qui on était connectés les uns aux autres. Là, il y a exactement ce truc-là qui permet de se dire je vais louer en fait à quelqu'un qui est pas si loin de moi. Et donc ça, c'est assez puissant. Ouais. D'accord, super. Tu voulais rajouter quelque chose, j'ai l'impression. Oui, moi aussi j'ai l'impression, mais j'ai oublié. Ah bon c'est pas Jean Gaston. Il voulait prendre le pack locataire Non, mais prioritaire. moi, je dis averti, en fait, il faut qu'on travaille ensemble. Parce que effectivement, l'idée ici de la confiance sociale,
doit être renforcée aussi par les éléments factuels du dossier locataire qu'elle constitue, lequel doit être constitué en toute confiance, avec minimisation des données, pour aboutir à ce dossier qui est présenté au propriétaire, sur un marché d'ailleurs, qui est la location de particulier à particulier, qui est très peu desservi, enfin qui représente une grande majorité. Oui, c'est une grande majorité. C'est 35% seulement des biens en location qui sont gérés par des professionnels. Donc tout le reste, 65%, c'est du particulier. Voilà, et tout ce marché-là est pratiquement pas servi par l'assurance, la garantie de loyer impayé. Donc vous, finalement, vous remplacez un peu l'assurance, si je comprends bien, puisque vous faites un accompagnement tout au long de la vie du dossier pour éviter les impayés. Et donc vous allez offrir cette double agrément, je dirais, qui est l'agrément social et l'agrément un peu économique, qui doit servir au bailleur pour prendre sa décision. Oui, c'est exactement ça. Alors nous, on n'a pas le droit de s'appeler assureur aujourd'hui, parce qu'on n'est pas un assureur, et puis même, on n'a pas cet agrément. Pour autant, effectivement, c'est ce qu'on propose. C'est derrière, c'est ce qu'on vend, effectivement, aujourd'hui. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi... Est-ce que... parce que la solution Smart Push et la solution MyTrust, j'ai le sentiment qu'elle s'adresse finalement à des professionnels dans un parcours qui est intermédié par des professionnels, que ce soit sur la garantie de loyer, mais est-ce qu'on ne rate pas toute une partie justement des particuliers qui vont du coup passer par gens de confiance ou sur le Bon Coin ou se loger, qui du coup n'ont pas du tout accès à ces solutions-là? Est-ce qu'on va régler le problème de la confiance dans le parcours locataire avec des particuliers qui ne sont pas intermédiés? Je ne sais pas si vous avez pensé à ça. En fait, évidemment, la confiance ou le crédit, moi j'ai passé 25 ans dans le crédit, donc quand on octroie une somme à une personne, on lui fait crédit, on lui fait confiance qu'elle va la rembourser. Et on se base donc sur des informations qu'il nous a données, fût-elles sociales ou économiques. En quoi a-t-on confiance quand on loue son bien à quelqu'un? Est-ce qu'on a confiance dans la personne, ou est-ce qu'on a confiance, ou on délègue cette confiance à un assureur qui, lui, prend le risque? C'est l'alternative qui est faite. Si on n'a pas d'assureur, il faut qu'on puisse se baser sur ce qu'on a, c'est-à-dire l'information, les relations, le fit avec la personne. Mais il faut le faire avec des données qui sont en qui on a nous-mêmes confiance. Mais donc il faut que ça provienne soit des données certaines, pas un document frauduleux, pas le oui-dire. Il faut que ce soit quelqu'un que je connais, qui fait confiance à cette personne. Il faut que ce soit une donnée qui vient d'une source fiable, pas un document trafiqué. Voilà. C'est l'écosystème que vous êtes en train de reconstituer qu'il faut arriver à établir pour ne pas avoir besoin d'un assureur, parce que sinon l'assureur... il est là en dernier recours, en fait. Voilà. Cédric, tu voulais rebondir là-dessus? Oui, parce que tu parlais, si j'ai bien compris, du déploiement de nos technologies sur des portails plutôt en B2B, B2C, oui, ou plutôt en B2C direct. Voilà, je pense que pour moi, il est là l'enjeu finalement. Il faut déployer sur des portails qui sont... avec du volume. Avec du volume, ouais, c'est ça, pour toucher le particulier qui loue son bien. Du coup, c'est pour ça que nous, on a une stratégie B2B, B2C. Notre module est disponible en widget et encapsulable par Ouest France ou Immobilier, bien ici ou Le Bon Coin. Mais on a aussi une stratégie B2C où le service MyPrums existe déjà et il est poussable d'un particulier à un particulier. C'est-à-dire qu'un particulier, il va sur votre site, il se fait certifier. C'est ça. Et il apporte il envoie son profil à quelqu'un de gens de confiance. À un particulier. C'est ça. Mais là, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'assureur derrière. Oui. Donc, vous êtes un bailleur, vous recevez un papier qui est marqué MyPrums et qui dit, voilà, j'ai récupéré les données de telle et telle manière et je vous atteste que c'est vrai. Mais on voit bien le schéma de confiance, c'est que moi, bailleur, il faut que je connaisse MyPrums, il faut que je dise, ah, je fais confiance. Non, parce qu'il est poussé par quelqu'un de confiance. Ah oui, c'est ça, mais c'est bien tout un schéma. C'est ça. C'est un écosystème de confiance qu'il faut créer pour qu'à la fin, je me dise, ah, je vois ce papier, j'y crois, et je prends mon risque sur la base de cette information en qui j'ai confiance. Et c'est tout l'enjeu, je crois, de cette conférence. Ouais. C'est comment on crée de la confiance. Et je crois qu'on est d'accord, finalement, que
Le crédit humain, le crédit social est essentiel à notre époque. Et vraiment bravo pour votre initiative. On sait que l'IA est capable de certifier un certain nombre de données, leur intégrité et de respecter avec conformité les process qui sont attendus par les banques, les assurances, les courtiers. Et je crois que c'est l'alliage des deux qui permettra de recréer la confiance numérique. Merci. Je crois que cette émission va toucher à sa fin. Bertie, vous êtes content de votre présence ici? Ça Oui, a bien marché? On est ravis. Deuxième Vous allez faire année. des parrains? Oui, j'espère. J'espère. Franchement, c'est la deuxième année où Gens de Confiance était présent sur le Rent. On était ravis de toutes les rencontres qu'on a pu faire. Plein de nouveaux packs experts et IMO signés. Et puis une notoriété grandissante. On voit que voilà, les gens identifient de mieux en mieux Gens de Confiance dans l'univers de l'IMO. Donc c'est un vrai plaisir. Et Cédric, pour toi, c'était un succès cette édition? Ouais, réel, puisque l'année dernière, on était venu en tant que visiteur, parce que nous, on vient plutôt de la banque et de l'auto au départ. On est venu avec David Benbassa, ancien DG de Bien Ici, en tant que visiteur l'année dernière. On a déployé nos premières solutions cette année dans l'IMO. On s'est dit, bon, cette année, on prend un stand, et ça a été un carton. Donc, oui, ravi. Merci. Super. Et pour vous, Jean-Gaston, c'est quoi le... C'est la 3e édition et ravi de voir la maturité avec laquelle ce marché de la PropTech, soutenu par le Rent, évolue et la rapidité avec laquelle il prend ces virages de la digitalisation. Je pense que c'est vraiment maintenant que ça se passe. Merci, en tout cas, merci de cet échange. Merci à nos téléspectateurs. Et puis, si vous souhaitez les retrouver les uns les autres, se trouvent ici sur le salon, sur leurs stands respectifs. Merci encore. Merci à toi, Jean.